Bon, je suis pas cadrée de la meilleure manière, mais cette vidéo est un peu moins travaillée, un peu plus à la cool. La qualité a changé, j'espère que vous le voyez. J'ai toujours pas un appareil qui filme, mais c'est pas grave, on est bien comme ça. Donc aujourd'hui je viens un peu pour faire un débrief. Il y a pas très longtemps, on va dire que c'était l'anniversaire de moi en épilepsie. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée épileptique. Donc j'ai une épilepsie totale du cerveau, c'est-à-dire que ça se manifeste par une suractivité de tout le cerveau. Je sais pas trop quoi dire parce que je suis un peu cette vidéo comme ça, mais un peu pour faire un débrief parce que la vidéo que j'avais postée sur l'épilepsie, ouais, je vais casser un truc. C'était vraiment sur le moment avec, je pense, beaucoup de colère aussi. Du coup, je voulais faire un peu un débrief de maintenant, vu que je pense que je l'ai accepté, que je vis avec et que j'ai surtout appris à vivre avec. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait plusieurs crises convulsives d'affilée. La première crise a été mise sous le coup de l'alcool parce que j'étais en soirée, etc. Ça a été très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes suite à ça. Donc j'ai fait des crises convulsives plus violentes que d'autres pendant la nuit, d'autres pendant le jour. Et j'ai été diagnostiquée épileptique avec une épilepsie totale du cerveau. Donc je suis passée par plusieurs traitements, je saurais plus vous dire les premiers. Mais maintenant je suis sous Keppra en 500, je dois en prendre un le matin, 2 le soir. Et sous Durbanil à 10 mg. C'est un traitement qui a été très long à l'adaptation, c'est-à-dire que les premières fois où je le prenais, je me réveillais à 10 h, je pouvais me rendormir à midi après l'avoir pris. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps sur le corps, je pense aussi pour reprendre un mode de vie normal, c'est l'adaptation au traitement. Et je pense que j'ai eu cette chance que ça tombe pendant les vacances d'été et du coup j'ai pu prendre ce temps-là correctement sans que ça implique mes études sur le moment. Malheureusement, comme la plupart de traitements, il y a des effets secondaires et pour l'épilepsie, j'ai l'impression que c'est très souvent, mais on a les effets secondaires du traitement, c'est-à-dire que j'ai des troubles alimentaires, je perds 5 kilos, je reprends 2, je repère 2, enfin tous les mois ça change et c'est pas très bon pour le corps. Il y a des fois où je peux manger je peux ne pas manger pendant 24 heures, je vais très bien, etc. Mais c'est pas bien, c'était pas bien du tout, mais moi je ne peux pas manger sans me mettre à beuh. Donc premier truc, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, c'est-à-dire que j'ai fait une polysomnographie, donc c'est quand on analyse ton sommeil et j'essaie de dormir beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de faire des nuits de 8 h, 7 h. Ça n'aide pas, j'ai un sommeil qui est mauvais. Je me réveille fatiguée, pas très bien, j'ai vraiment du mal à me réveiller. Je fais beaucoup de cauchemars, j'ai beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. Là-dessus, on est plutôt pas mal. Donc je vais pas vous faire toute la liste des effets secondaires, mais la plupart je les ai et je le sais. Donc on s'habitue à ça et puis pour l'instant il n'y a pas d'autres alternatives. Bon, bientôt il y a l'arrivée du cannabis thérapeutique et comme... si certains s'intéressent, ont vu l'étude en Angleterre, ça marche plutôt très bien. Donc j'espère un jour pouvoir essayer ça et changer de traitement. Ensuite, neurologue. Quand vous êtes épileptique, vous avez un neurologue du coup qui vous suit. Sauf que avoir un neurologue c'est extrêmement compliqué. Déjà faut en trouver un bon, ce qui n'a pas été mon cas. Un rendez-vous c'est entre 4 et 6 mois d'avance. Et même pour en avoir un d'urgence c'est souvent très compliqué. J'avais un neurologue dans une clinique privée, un hôpital privé. Il avait une longue carrière et puis il était spécialisé dans l'épilepsie. Sauf que ce mec, je pense, était un peu paumé parce que une fois sur 2, il me reconnaissait pas. La dernière fois, il nous a fait attendre 1 h 30, passer devant nous en mode je te connais pas. Bonjour, c'est votre première séance. J'étais en mode gros, ça fait 2 ans que tu me suis. C'est insupportable. Puis même j'ai des douleurs, c'est compliqué. J'ai des crises de paralysie, c'est assez compliqué et frustrant parce que en fait ce médecin-là, quand je lui demandais un peu d'aide pour comprendre pourquoi j'avais ça, qu'est-ce qui pouvait être ça, bah c'était pas de crise, le traitement marche, ok. Le reste je sais pas, débrouillez-vous. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Donc le dernier rendez-vous que j'ai fait avec lui, c'était pour du coup avoir une ordonnance pour mon traitement. Et il m'a sorti, oui j'arrête l'épilepsie. Donc je pense que le mec il tarde pas trop d'aller en retraite, donc du coup petit à petit il vide son carnet. Sauf que moi je me retrouve, du coup j'étais en pleine période de bac, j'étais en mode... Je n'ai plus de neurologue. Il faut au minimum 4 mois pour avoir un rendez-vous. Bon, mon traitement, il est en pénurie en été. Bon, ah oui, ça, je vous en parlerai. Je fais quoi? Donc du coup, ça fait à peu près 2 semaines que j'appelle 6 fois par jour un hôpital spécialisé à Paris dans l'épilepsie parce que je déménage. Donc chaque fois je suis mise en attente et au final, nos services ne sont pas disponibles. Merci.
assez très chiant. Le traitement, donc ce qui est prêt, machin, mais il arrive sous certaines périodes parce qu'en gros, je crois, les pharmacies n'ont pas un stock fixe. Les entreprises pharmaceutiques n'ont pas de date vraiment et de stock à envoyer par période. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Mais au fur et à mesure des débats avec les pharmaciennes, je commence à comprendre. Hein. En gros, il arrive que parfois, je sais pas, il va me rester 2 plaquettes. Je vais aller rechercher du traitement et on me dit, bah non, on n'en a pas. Par exemple, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai fait La Verrière, Versailles, Saint-Quentin. Non, on n'en a plus. Non, on n'en a plus. Et j'ai fait 6 pharmacies à Paris avant d'en trouver une boîte. Ils n'ont pas de stock à envoyer vraiment précis. Et je trouve ça très compliqué. Vraiment, je pense aux gens qui... Parce que l'épilepsie, c'est la première maladie neurologique la plus développée chez les gens, on va dire. Imaginons que t'habites à la campagne, t'as plus de traitement, tu fais comment? C'est-à-dire que t'attends qu'il y en ait de nouveau et tu fais des crises entre temps. Enfin, pour moi, c'est pas normal, donc ça aussi, c'est un problème. Bien, venons-en au deuxième problème. Substituable, non substituable. Je sais pas si vous avez vu ça. Bon, après, moi, je m'y intéresse parce que, bah, je suis touchée par ça. Mais en gros, en début 2018 ou 2019, je sais plus, une loi a été passée. Une loi médecin, enfin une nouvelle règle bizarre, c'est qu'en gros parce que vous savez il y a des substituables, il y a des non substituables, dans les médicaments, il fallait que le neurologue, que le médecin, le précise. Donc moi sur mon ancienne ordonnance ce n'était pas précisé parce qu'il y en avait pas besoin. J'ai pété un gros scandale parce que je voulais pas avoir de substituables, c'est-à-dire que par exemple pour d'autres trucs, je sais pas l'aspirine, vous avez la diarrhée ou je sais pas des trucs comme ça, on s'en branle. Mais moi là-dessus j'étais pas totalement en confiance parce que d'un médicament à un autre, surtout ces médicaments-là, d'une personne à une autre ça varie vraiment et j'avais pas envie de mal réagir et du coup j'ai pété un gros scandale à la pharmacie. Mais je trouve ça vraiment chiant cette nouvelle restriction, loi, je sais pas. Faut vraiment le préciser, surtout que mon neurologue était très tête en l'air, hein. Il oubliait de le mettre, parfois il oubliait de signer, il oubliait de mettre mon prénom, enfin j'avais envie de l'éclater. J'ai fait, depuis que je suis sous mon traitement, je saurais pas dire j'ai fait combien de crises, parce qu'il y en a certaines en fait on sait pas si c'était des crises d'épilepsie ou pas. Voilà, il y a une fois je suis rentrée chez moi, ma mère m'a vue avec des bleus partout, là, et moi je me souvenais pas très bien, j'étais juste un peu dans le coltard en mode migraine et mal au ventre. Et elle m'a dit mais Chloé en fait t'as fait une crise d'épilepsie, t'as dû tomber dans les escaliers. Donc moi j'ai fait bah non, enfin je pense pas, tu vois. Et ce genre de crise, enfin ce genre de choses quand ça arrive on sait pas trop. Pareil une fois devant chez moi je m'écroule, je m'éclate la tête par terre. Mon frère me retrouve et il appelle mon père qui dit non faut pas l'emmener à l'hôpital. Non plus on pouvait pas savoir si c'était une crise ou pas. Plein de trucs à la con. Donc vraiment ma dernière crise on sait c'était en décembre, je sais plus, novembre je crois. J'étais en ville à Saint-Quentin-en-Yvelines et j'ai fait une crise d'épilepsie. Pourquoi je précise que j'étais en ville? Parce que je pense que ça a été une de mes pires expériences à ce niveau-là et c'est là que j'ai vu un problème de société et d'humanité. C'est que j'étais à terre et quand vous faites une crise, vous êtes plus capable de parler, de bouger. Vos membres sont tellement lourds, tellement... C'est pas possible, vous avez tellement mal, vous êtes dans le coltard, vraiment, vous n'arrivez pas à réfléchir. Ça prend du temps avant de nouveau être capable de parler, être capable de faire comprendre aux gens quelque chose. Bah, j'entendais ce qui se passait, je voyais pas forcément tout, mais j'entendais. Et à un moment, les ambulanciers étaient là, etc. J'entends une dame arriver et crier « Cachez-la, cachez-la !» Ils sont en train de la filmer. Il y avait des jeunes, des vieux, des machins, qui étaient avec leur portable en train de me filmer. Est-ce que c'est normal? Quel est votre intérêt là-dedans? Sérieusement, hein, quel est votre intérêt là-dedans de filmer quelqu'un qui fait un malaise, une crise, quoi que ce soit? Quel est votre intérêt là-dedans? Vous pensez sérieusement que les gens ils sont en mode waouh, regardez ce qui se passe? Non, c'est comme les accidents sur la route, c'est des embouteillages parce que les gens s'arrêtent pour regarder. Est-ce que j'ai envie de me voir dans cet état sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai envie que des vidéos de moi tournent alors que je suis dans le pire état que je puisse être sans le vouloir? Est-ce que je mérite ça? Non. Est-ce que quelqu'un mérite ça? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Enfin ça m'a vraiment énervé. Ça m'énerve toujours parce que je ne comprends pas l'intérêt de ces gens à filmer. Je trouve ça débile, je trouve ça pas normal. Je pense que sérieusement ces personnes-là cherchent de l'attention et attendent de l'attention. Mais en fait les gars, enfin, allez chercher votre attention ailleurs. C'est pas normal que je sois dans un état pareil et que j'entende quelqu'un crier « Cachez-la !» qu'il faille me cacher alors que les médecins sont en train de s'occuper de moi, sont en train de prendre soin de moi et essayer que j'aille mieux. C'est pas normal qu'ils aient besoin de me cacher de gens comme ça, de gens avides. Non, ça se passe, ça arrive que les gens fassent des malaises, qu'il y ait des problèmes dans les centres commerciaux. Mais est-ce qu'on mérite pour autant d'être filmé et de se retrouver sur les réseaux sociaux? Non. Bref, ça m'énerve, ça me gave. Ensuite, j'ai parlé un peu du scolaire parce que j'ai eu un peu ce problème. Je suis tombée malade quand je suis rentrée en
première et je suis rentrée en première, donc j'ai changé de filière. Donc ça a été très compliqué parce que je pense que je me suis adaptée à mon traitement au bout d'un an et demi, vraiment réellement. Donc c'était très compliqué. Ça a été très dur parce que du coup il y a eu beaucoup d'aménagements à faire, de papiers à faire, de demandes, etc. Sauf que quand on te demande de signer un papier signé par ton neurologue et que t'as pas un rendez-vous avant 6 mois, c'est compliqué. Surtout quand le médecin scolaire est là qu'une fois par semaine. Enfin bref, ça a été très dur. En fin première, on m'avait promis un aménagement de temps. En fait, mon lycée était à plus d'1h10 de chez moi, donc du coup ça me faisait me lever tôt, j'avais du mal à travailler, etc. Donc il y avait une histoire d'aménagement. On a fait les papiers, le neurologue a signé. Toute mon année de terminale, on m'a refait faire passer des rendez-vous et je n'ai jamais eu une odeur, une pincette de cet aménagement scolaire qu'on m'avait promis et qui, je pense, m'aurait aidé dans beaucoup de choses. Je n'y ai pas touché, je n'y ai pas eu le droit parce que problème d'administration, longueur, je sais pas. Et ça m'a vraiment énervée parce que on faisait tout pour avec ma mère, on était là avec les dossiers à se trimballer à droite et à gauche pour les faire signer par le médecin généraliste, par le neurologue, pour qu'au final ça donne rien. Et là-dessus, ça m'a vraiment beaucoup déçue parce que déjà, je pense que c'est compliqué de se rendre compte quand on n'est pas malade, mais quand on tombe malade entre guillemets, il y a une très longue période d'acceptation de ça, du fait rien ne sera plus jamais pareil, qu'on vivra plus du tout comme avant. Il va falloir prendre des habitudes qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin maintenant je dois toujours faire attention d'avoir au moins une plaquette sur moi de mon traitement parce que je peux pas partir comme ça en soirée genre en mode ouais venez les gars on y va. Non, si j'ai pas mon traitement je dois rentrer chez moi. C'est compliqué des trucs à la con comme ça. Je pense que c'est très compliqué pour les gens qui tombent malades, que ce soit du diabète, que ce soit un cancer, enfin je mets tout ensemble, mais le fait d'avoir une maladie et d'avoir un si gros changement dans sa vie, il y a un temps d'adaptation et là-dessus je trouve il y a une grosse stigmatisation. C'est-à-dire que moi ma maladie, comme je le disais dans ma dernière vidéo, ne se voit pas. C'est-à-dire que j'ai le sourire, que tout va bien, mais il y a des effets. Je vais être plus fatiguée, je vais être des trucs à la con. Je pourrais pas faire une nuit blanche, partir dans une soirée, faire une nuit blanche complètement. Non, faut que je puisse dormir un minimum, sinon il y a des risques. J'augmente mes risques de crise. Pareil pour l'alcool par exemple. Moi je ne bois plus depuis 2 ans parce que c'est prouvé, c'est dit, l'alcool ça provoque des crises. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré plusieurs épileptiques, partielles ou totales. C'est là que je me rends compte que face à la maladie, on réagit pas tous de la même manière. C'est-à-dire que un ami à ma cousine qui est épileptique, il continue à boire, à aller en boîte, à faire des nuits blanches, mais il met 3 jours à s'en remettre. Souvent, il fait des crises. Donc lui, peut-être qu'il préfère prendre ce risque-là. Moi, je préfère pas prendre le risque de boire, de faire une crise d'épilepsie et que ce soit la dernière. Parce que je le rappelle, une crise d'épilepsie, ça peut être mortel si c'est pas pris en charge correctement. Si c'est pas pris à temps aussi. Là-dessus, ça m'a... Puis même, j'ai eu des retours sur mes dernières vidéos de beaucoup de personnes et ça m'a fait vraiment grave plaisir. Ça d'ailleurs vraiment merci, j'ai reçu tellement de messages d'amour, de bonté, genre c'est vraiment merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Et puis même recevoir vos petits messages, certains qui avaient des questions, qui avaient besoin d'aide, ça m'a fait tellement plaisir de vous aider. Et si vous avez besoin, si vous avez des questions là-dessus, si par exemple vous venez d'être diagnostiqué, enfin moi je sais le premier truc que j'ai fait c'est taper sur YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je répondrai avec plaisir, je vous aiderai, et je pourrais peut-être répondre à certaines de vos craintes. Enfin bref, revenons au sujet d'avant. Le changement. Le changement, c'est aussi, par exemple en boîte, tout le monde va en boîte, mais en gros il y a une loi sur la restriction des stromboscopes, sauf que les 3/4 des boîtes ne le respectent pas, donc là-dessus aussi je dois faire attention, pareil. Les transports, le temps de transport, enfin la dernière fois on sait pas si c'était une crise, mais je me suis réveillée en fait dans le train, mais en fait il était au garage, donc je ne sais pas si c'était une crise d'épilepsie ou pas. Mais je me suis réveillée, j'étais en mode en grosse panique parce que je pense que j'ai fait une crise de claustrophobie sur le coup parce que le train était vide, il y avait que de la cambrousse autour de moi. J'ai appuyé sur le bouton, j'étais à l'aide, vraiment grosse crise de panique. Enfin bref, des trucs à la con comme ça. Mais en fait, faut le temps d'accepter d'être malade, que les choses vont plus être pareilles, qu'il va falloir faire plus de choses, qu'il y aura des rendez-vous médicaux, qu'il faudra toujours avoir son ordonnance sur soi. C'est-à-dire que dès que je pars dans un pays, faut que j'ai mon ordonnance. Si je pars dans un pays hors de l'Europe ou qui n'a pas les mêmes règles, faut que j'appelle l'ambassade et faire allô, oui, est-ce que mon médicament n'est pas de la drogue ou illégal dans ce pays? Si oui, oh putain, faut que j'ai un certificat. À l'aéroport d'ailleurs, ça vous casse les couilles, mais bref. Ça c'est d'autres problèmes, mais c'est des trucs qu'il faut prendre en compte et ça te rajoute des choses à faire dans ta vie et à prendre en compte. Mais maintenant, après 2 ans, j'ai appris. Je suis heureuse dans ma vie parce que même si c'est chiant à des moments et que j'ai envie de crier à l'univers qu'il aille se faire foutre pour ça, la vie s'arrête pas pour autant. Il faut juste apprendre à faire avec, faire la paix avec le fait d'être malade et que les choses ne seront plus pareilles et apprendre à faire encore mieux qu'avant avec ces choses-là. C'est-à-dire, je sors beaucoup moins qu'avant, je fais beaucoup moins de soirées et de machin, mais par exemple je m'intéresse plus à la criminologie, je m'intéresse plus à poster des vidéos parce que j'aime raconter ma vie et un peu aider les gens. Enfin je reçois, honnêtement j'ai pas tant de commentaires sur mes vidéos
vidéos, mais je reçois beaucoup de messages sur Instagram de gens qui retrouvent certaines vidéos, qui m'envoient des messages, que ce soit sur mon Furet, sur plein de choses. Et je trouve ça juste génial. Même dans le maquillage, j'adore me maquiller, ou le fait de vous faire des IGTV, bah ça me fait grave plaisir parce que j'adore, genre j'aime trop. Bah je m'investis dans d'autres choses. Donc ouais, ça a peut-être changé ma vie du jour au lendemain. Ouais, par exemple pour l'escalade, vu que je faisais beaucoup de sport avant, ça a changé beaucoup de choses et ça a détruit beaucoup de mes rêves. Mais maintenant, bah dans tous les cas, je le serai à vie. Donc autant faire avec et faire des restrictions là où il faut en faire, que ce soit sur les écrans, sur le sport, sur l'activité physique. Enfin, faut apprendre, faut faire des concessions et faut se dire bah ok, je suis comme ça, je peux rien y faire. Personnellement, j'ai pas envie de me laisser mourir, j'ai pas envie de mourir à 18 ans maintenant. J'ai encore envie de découvrir plein de choses et de faire plein de choses. Alors autant de se donner, en tout cas pour moi, les meilleures chances de les atteindre en ne buvant peut-être pas depuis 2 ans, hein, en ayant... Enfin, par exemple, je vais dans un bar, je me prends un petit Monaco, voilà, ça me fait plaisir. Mais j'irai pas acheter une bouteille de vodka et me mettre une cuite le soir, tu vois. Mais je fais avec. Et maintenant, j'ai pris l'habitude, les gens en plus, enfin, les gens autour de moi le savent. Certains en rigolent, je suis un peu encore nerveuse là-dessus parce que c'est des trucs, c'est comme l'orthographe, etc. Ça me bloque. Mais les gens autour de moi sont au courant, savent et comprennent surtout. Et ça a été quelque chose d'assez soulageant parce que les premières années, j'ai pas eu cette compréhension-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée déjà dans une nouvelle classe, dans un lycée hyper loin. Les gens sont très jugeurs en général. Déjà par exemple, quand tu dis que t'as un aménagement, un machin, les gens te regardent bizarrement. Les gens qui le savent sont très conscients et font attention à ça. Certains le prennent à la légère, certains surjouent ça. Mais dans tous les cas, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens essayent de comprendre. Ce qui n'a pas été tout le temps le cas, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec tout le monde. Je vous conseille vraiment, si vous avez une maladie, même que ce soit mentale, qui ne se voit pas, si les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à essayer de comprendre et on va dire d'accepter ce problème chez vous, cette maladie chez vous, bah vous pourrez pas avancer avec ces gens-là parce qu'il y aura forcément des concessions à faire avec ça. Après ça c'est ma vision des choses, encore une fois je pense qu'on réagit tous d'une différente manière à la suite de ce genre de nouvelles. Enfin voilà, c'est un peu je pense mon débrief d'il y a 2 ans. Je vais regarder ma vidéo en fait que j'avais tournée il y a 2 ans et je vais commenter un peu parce que je pense que ma vision des choses a vraiment changé et j'avais un peu envie de commenter cette vidéo. Oh putain déjà je vais revoir ma... D'ailleurs je m'excuse parce que cette vidéo elle a une qualité immonde. Mais à ce moment là je galérais aussi hein, concrètement. Putain je me fais des gros sourcils. Ça commence déjà à mettre la larme à l'œil parce que j'ai la voix qui cache. J'avais vraiment envie de crier ma haine à l'univers parce qu'à ce moment là bah je l'avais vraiment pas accepté. Et j'avais une rage parce que je voulais pas que ça m'arrive à moi. Ça a détruit beaucoup de mes rêves et beaucoup de mes ambitions dans le futur. Donc ça me fait un peu ouais truc comme ça. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo là, ça se voit pas. Mais ça veut pas dire qu'on a rien. Ça c'est un truc que j'aimerais vous dire. Arrêtez de jalouser le bonheur des gens. Parce que peu importe le groupe que tu vois, les gens que tu vois dans la rue, s'ils sourient etc. Même les gens qui sont riches, qui ont tout ce qu'ils veulent, il y aura toujours un problème. Parce que c'est la vie. La vie est faite de problèmes, d'étapes à passer. Et les gens ne sont pas pleinement heureux. Enfin, être heureux toute sa vie, ça n'existe pas. Les gens que tu vois qui sourient tout le temps, qui ont l'air d'aller bien, ils ont forcément quelque chose derrière. Ils en parlent peut-être pas, mais c'est leur droit. Parce que c'est comme ça. Je crie pas sur tous les toits que je suis épileptique. Mais quand je peux en parler et faire un peu de sensibilisation là-dessus, je le fais parce que je trouve ça important. N'essaye pas de jalouser les gens pour leur bonheur en disant que eux ils ont ci, ils ont ça. Parce que ça veut pas dire qu'ils n'ont rien s'ils le disent pas. Pour moi, on devrait pas jalouser le bonheur des gens parce que ça ne veut rien dire concrètement. Je parle trop. Alors, là justement je disais je suis pas en dépression. L'épilepsie m'a apporté aussi des troubles on va dire psychologiques dans le sens où ça a été très dur à des moments parce que j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement de choses à faire que je craquais. Et si j'ai été en dépression, hein, ça m'a apporté je pense plusieurs périodes de dépression. Je pense que l'épilepsie a joué un peu là-dedans. Ça c'est un fait réel. Quand vous tombez malade, quand quelque chose arrive autour de vous, vous êtes impacté par ça et en fonction de cette chose, bah ça arrive qu'on fasse des dépressions et qu'on se remette totalement en question et qu'on trouve plus sa place en fait dans cet univers. Comment on va passer ça? Alors là je suis déjà en larmes dans la vidéo. Je pense que j'avais fait plusieurs crises et dont une au lycée qui avait été extrêmement violente. Et c'est vrai que une crise d'épilepsie c'est pas agréable. C'est très douloureux. Et sur le moment je pense que bah, j'avais encore le souvenir de ça. Genre une femme ne se souvient pas de la douleur comme un homme. Ça aussi c'est un fait avisé. Mais je pense que sur le moment j'étais terrifiée aussi par ça. Maintenant j'en suis consciente, je sais que je vais être dans le mal, mais dans un mal tellement sale si je fais une crise d'épilepsie. Je le sais. Je pense qu'à ce moment-là j'en avais encore peur. Bah, même si j'en ai encore peur maintenant, enfin la pire peur pour un épileptique c'est de refaire une crise. Mais maintenant je sais à peu près ce qui m'attend on va dire.
Putain, j'avais des cheveux beaux. J'avais des cheveux trop beaux. Oui, les crises d'absence. Alors, ça, Chloé du passé, tu vas t'y habituer aussi. Et ton entourage aussi. C'est-à-dire que, par exemple, à des moments, bah, je vais être là, à côté de vous, mais je suis pas là. Moi, mon cerveau, il a fait... genre, je sais pas comment expliquer, mais pendant, je sais pas, entre 10 et 5 minutes, bah, je vais pas comprendre ce qui se passe autour de moi. Je vais complètement être comme paralysée. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, je sais qu'une fois, je suis restée 6 minutes vraiment bloquée. Et il a fallu vraiment qu'on me crie dessus pour que... Chloé, pour... genre, ouais. Et pour moi, il s'était passé une seconde entre, bah, avoir pris un gâteau sur la table et... Chloé. Mais ça aussi, tu vas t'y habituer, crois-moi, cocotte. Alors, vraiment, le lycée, ça a été très dur. Parce que, en terminale, ça a été plus simple. Parce que j'avais des profs plus compréhensifs et je pense qu'ils se sont informés surtout dessus. Mais en première, ça a été un désastre. Les profs ne comprenaient pas. J'ai eu un gros problème avec ma prof de physique-chimie qui en fait me demandait mes certificats médicaux, mes machins, quand j'étais absente et tout, parce qu'elle croyait que je mentais, que... Elle l'a même pensé pendant un moment que je faisais des faux certificats médicaux. De plus, quand je demandais de sortir de classe parce qu'il y a des stromboscopes, elle me demandait de rester devant et de regarder. Donc je me suis fait virer de cours 2 fois pour ça. Donc c'était, je pense, une année très compliquée l'année première, que je pense que j'ai pas eu les profs les plus compréhensifs et j'aurais bien aimé qu'il y ait déjà un message qui passe à l'équipe administrative et scolaire. Et je pense que ça a été très mal fait parce que mes profs ne sont pas plus informés là-dessus, alors que le gouvernement met à disposition justement aux profs un truc de santé qui résume à peu près ce qui doit être fait par le corps enseignant. Donc là-dessus, ça a été très compliqué. C'est vrai, j'ai toujours entendu parler d'épilepsie, je pense depuis la primaire collège. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler parce que dans les gestes de premier secours qu'on nous apprend, bah il y a mettre la personne en PLS, mettre un truc dans la bouche si elle fait une crise d'épilepsie, ça je pense que tout le monde le connaît. Et c'est vrai que moi avant ça, je m'étais jamais plus intéressée que ça à la maladie. Et le fait de l'avoir, je m'attendais à tout sauf à ça. Je savais ce qu'était de faire une crise d'épilepsie, mais je me rendais pas compte clairement ce que ça faisait dans mon corps, dans mon cerveau et sur mon état. Ça a été je me suis pris une claque dans la gueule parce que je me suis rendu compte de ce qu'était la réalité des choses et qu'est-ce qu'était cette maladie réellement et quel impact ça avait sur les gens même autour, parce que je pense que j'ai été très désagréable et je me suis beaucoup renfermée quand je suis tombée malade. Donc même pour mes proches, je pense que ça a été très dur. Le contrôle. L'épilepsie, t'as pas de contrôle dessus, à part le traitement qui est censé diminuer l'activité de ton cerveau pour éviter les crises. Tu n'as très clairement pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand une crise arrive, tu ne la sens pas venir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est pour ça qu'il y a certaines crises où moi ça a été un problème parce qu'on m'a pas retrouvée assez tôt, parce qu'on n'a pas appelé les ambulances assez tôt. Et c'est pour ça qu'on en meurt parfois. C'est je pense le côté encore maintenant le plus flippant de cette maladie, c'est que vraiment à tout moment, bah ça peut arriver sans que tu le veuilles, sans que tu le saches. Et je trouve ça un peu frustrant parce que t'as aucun contrôle là-dessus et que toi t'es juste en mode s'il vous plaît faites que je fasse pas des crises d'épilepsie. Et c'était devenu un peu un enfer parce que je ne pouvais plus me blairer. Vraiment une grosse remise en question, enfin grand n'importe quoi. J'ai un traitement, et comme je l'ai dit avant, la médecine avance. On est en train de faire des choses, des traitements sont mis en place, beaucoup de nouvelles choses vont arriver sur le marché et maintenant faut juste espérer qu'on y ait le droit. Et c'est pour ça que là je vais dans un hôpital spécialisé, comme ça j'aurai plus facilement accès à ces traitements-là. On ne sait pas. Alors oui, parce que par exemple, quand j'en parle à des amis, à des gens que je rencontre, on me dit mais pourquoi t'es devenue épileptique? Et cette question, bah là ça me donne des frissons par exemple, elle me fait extrêmement mal au cœur parce que j'aurai jamais la réponse à ma question. Je pourrai jamais vous répondre pourquoi je suis devenue épileptique à 16 ans. Pourquoi est-ce que d'un seul coup je me suis mise à convulser. Pourquoi est-ce que d'un seul coup mon cerveau s'est mis à complètement dérailler. J'en ai aucune idée. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que je le saurai sans doute jamais. Maintenant je me suis fait à l'idée que bah malheureusement dans la vie il y a des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses. C'est triste mais faut pas se laisser bouffer par ça. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à convulser, j'ai un cerveau cassé mais... c'est pas grave, n'essayez pas de répondre à ces questions-là, parce qu'honnêtement, vous allez plus vous bouffer que les trouver déjà. Oui, ça c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, je suis pas en train de crier sur tous les toits que je suis épileptique, mais si je peux faire un peu de sensibilisation là-dessus, je le fais. Parce que j'ai envie que les gens prennent en compte ce que je dis, mon témoignage, parce que justement c'est la maladie la plus répandue au monde. J'aimerais bien, je sais pas, que par exemple des profs tombent dessus, que des gens tombent dessus qui par exemple ont un élève épileptique, etc. et qui pourront peut-être un peu plus comprendre cette personne qui n'arrive peut-être pas à s'exprimer, à mettre les mots sur ce qu'il ressent, que les gens, quand je leur en parle, etc., comprennent et se disent ok d'accord, c'est pas juste un truc comme ça que tu dis, c'est faut faire attention. Bah j'ai envie de changer les mentalités sur beaucoup de choses, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Comme dit ma mère, tu n'as jamais su faire un truc à la fois, faut que tu fasses 36 000 choses. Mais
j'ai envie de changer les mentalités sur plein de choses et sur l'épilepsie, l'handicap en général, les maladies mentales, c'est un truc que j'ai envie de changer. C'est pas parce que t'as rien de physique, on ne voit pas que t'as rien. C'est pas parce que t'as l'air d'aller bien que ton corps va bien. Si les gens ne te comprennent pas, mais dis-leur honnêtement tout ce que tu ressens, crache-leur à la gueule tes sentiments et c'est comme ça qu'ils te comprendront mieux. Mais pour moi, les mentalités, elles peuvent encore changer et je pense que le fait d'en parler comme ça ouvertement et de refaire une vidéo 2 ans après là-dessus, ça m'a permis de voir comment moi j'ai évolué en tant que personne épileptique. Le temps que ça m'a pris, je pense que concrètement vraiment les 2 ans là c'était ce qu'il me fallait. Ça va encore évoluer avec le temps, mais pour vraiment vivre correctement avec, 2 ans c'est ce qu'il me fallait. Ça me ferait plaisir que les gens réfléchissent un peu là-dessus. Peut-être que les gens qui m'ont filmé pendant que je faisais ma crise, se remettre en question et se rendre compte que je suis désolée, vous avez été des connards pour d'avoir fait ça. Voilà, comme je dis, je ne sais pas en parler, je ne sais pas expliquer. Maintenant, comme vous le voyez, mon discours, ma réflexion est beaucoup plus précise et étalée, mais c'est parce que j'ai besoin de ce temps. C'est pas parce que tu t'es tombé malade il y a 1 an que t'es déjà prêt. T'es déjà prêt à vivre pleinement. Honnêtement, prenez le temps pour vous, prenez le temps de crier, de parler, d'essayer de comprendre, poser des questions, aller chercher vos réponses, essayez de vous comprendre vous-même et de laisser le temps au traitement, à la médecine, à tout ça. Parce que regardez, il y a 2 ans, je savais pas en parler, je savais pas quoi dire. Actuellement, je sais déjà dire plus de choses. Je sais pas tout expliquer et tout faire comprendre, mais je dis beaucoup plus de choses et je comprends beaucoup plus de choses qu'il y a 2 ans. Alors, si vous avez un proche, quelqu'un, un ami qui est épileptique, un élève, un collègue, je sais pas, ayez de la compréhension vis-à-vis de ça. Soyez compréhensif, parce que même si t'es malade depuis 8-9 ans, parfois tu peux ne pas faire de crise pendant 4 ans, arrêter ton traitement et en refaire. C'est pareil, soyez compréhensif avec ces gens-là, c'est pas parce que ça se voit pas que on gère, ou qu'il y a rien, ou que ça va pas arriver, c'est juste qu'on essaye de vivre avec. C'est pas pareil, on va pas se laisser mourir parce qu'on est malade. Faut qu'on apprenne à vivre avec, mais ça veut pas dire que pour autant, faut pas qu'on fasse moins attention. Enfin, je sais que là je vais vivre toute seule, et que, il y a moyen que je fasse une crise d'épilepsie en rentrant chez moi et qu'un de mes voisins me retrouve, un truc à la con. Mais vous voyez quelqu'un faire une crise, appelez les ambulances, c'est direct, machin, vous pouvez rien faire concrètement. Si vous avez vraiment des gens dans votre entourage qui sont comme ça, soyez compréhensifs avec eux. Et n'hésitez pas à leur poser des questions parce que je pense d'une personne à une autre, on vit pas la chose de la même manière, on n'a pas la même épilepsie et on réagit pas tous de la même manière à ce qui se passe. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Je ferai le montage, je pense que ce sera moins long, mais ce sera une vidéo quand même très longue. Et j'espère que je vous aurai fait réfléchir, que vous en aurez appris un peu plus et que vous serez un peu plus compréhensif si vous rencontrez des gens dans le même cadre que moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis vraiment, prenez soin de vous.